Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernier cours d'histoire. Vous allez voir, on a quelques pages, mais c'est tout le temps des pages de lecture avec quelques questions dans le bas de la page, donc ça devrait se faire assez rapidement. Euh, donc je vous invite déjà à aller à la page 162 de votre cahier d'histoire. On n'oublie pas que ce logiciel-là ne me permet pas de souligner à l'avance, donc je vais souvent vous dire, suite à ma lecture, qu'est-ce qui était important à souligner. Donc, page 162, je suis déjà prêt à commencer. Les facteurs qui favorisent le développement du grand commerce. Plusieurs facteurs ont favorisé le développement du grand commerce et, par le fait même, l'apparition de la bourgeoisie marchande. L'augmentation de la productivité agricole. Entre le 8e et le 12e siècle, différentes inventions viennent faciliter le travail des agriculteurs. Donc, en voici quelques-unes. La charrue à soc de fer, plus solide, retourne le sol en profondeur. Donc, vu que c'est rendu en fer, ben, la charrue est beaucoup plus solide. On peut en voir une juste ici, là. Le collier d'épaule permet aux chevaux et aux bœufs de tirer des charges plus lourdes. Fait qu'on met un collier au niveau du cou. La herse, une grille munie de dents, permet d'aplanir le sol. Donc, je vais l'écrire sur Google pour qu'on puisse voir des images. Le faux, plus long que la fossile, permet de couper les céréales plus rapidement. Donc, ça se trouve être un outil pour couper. Donc, ça ressemble à un genre de long couteau. Le fléau articulé, qui est composé de deux bâtons reliés par des courroies, aide à mieux séparer les grains de la paille. On va regarder la herse. Ça ressemble à quoi? Donc, voici une herse, un outil muni de dents courtes et proches les unes des autres qui permet de travailler la terre en surface pour préparer un lit de semences. Ça fait plein de petits trous. Et finalement, l'autre chose que j'étais pas nécessairement capable de décrire, le fléau articulé. Fléau articulé. Hmm. Bon, ça m'étonnerait que ce soit ça qu'il utilisait pour faire de l'agriculture. Donc, on va essayer de chercher un petit peu plus. Fléau agriculture. Ah, vous voyez le fameux bâton avec la corde. Donc ça permettait à, si on regarde, aide mieux à séparer les grains de la paille. Donc, c'est un outil qui est utilisé. On peut voir des gens en train de l'utiliser. Intéressant. Ok, on continue. Ici, qu'est-ce qu'il y avait à souligner? C'était seulement la première phrase. Donc, plusieurs facteurs ont favorisé le développement du grand commerce et, par le fait même, l'apparition de la bourgeoisie marchande. On continue. De plus, l'assolement triennal, un système de rotation des cultures, contribue à diminuer l'appauvrissement des terres. Toutes ces innovations entraînent une augmentation de la productivité agricole qui, à son tour, entraîne une augmentation de la population. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on ne peut pas toujours replanter au même endroit parce qu'on va utiliser tous les bons nutriments du sol puis il n'en restera plus. Donc, l'assolement triennal, ça leur permet de planter à un endroit à un tel moment, ensuite on replante à un autre endroit, puis ça permet de garder un sol qui est plus fertile. L'inventation de la roue ferrée. Les routes du Moyen Âge sont de simples chemins de terre battue ou de pierre. Ceux-ci sont difficiles à entretenir, on y circule péniblement et ils deviennent souvent impraticables quand il pleut. Les roues des charrettes s'enlisent ou se brisent lorsqu'elles rencontrent des trous ou passent sur de gros cailloux. Pour les solidifier, les habitants de l'époque ont l'idée de les cercler de fer. Donc, on est rendu avec une grande bande de fer autour, afin qu'elles ne cassent pas au moindre chaos. Grâce aux roues ainsi ferrées, il est plus facile de parcourir de longues distances sur les routes traversant l'Europe. Donc ça, c'était assez simple à comprendre. On a réussi à améliorer les roues. Les roues. On continue.
Donc, on est maintenant à la page 163. Si les croisades ont pour la plupart constitué un échec militaire, elles ont toutefois connu un énorme succès économique au niveau de l'argent. Les pèlerins et les croisés qui reviennent d'Orient continuent de rêver des produits qu'ils y ont découverts. Parce qu'avec les croisades, on allait découvrir d'autres pays, même si c'était pour la guerre, ça reste qu'on découvrait d'autres façons de faire. Puis les gens continuent à rêver à ces choses-là, comme les oranges, les abricots, les épices, les vêtements de soie, l'encens, les perles, etc. Les marchands vénitiens et génois qui transportaient les pèlerins sur leurs bateaux et les approvisionnaient continuent donc à traiter avec les peuples d'Orient à la fin des croisades. Comme ils possèdent des comptoirs en Syrie, en Égypte, sur les rives de la mer Noire et le long des côtes africaines, le commerce méditerranéen tombe sous leur contrôle. Donc, il y a des gens qui prennent avantage de les nouvelles tendances, des nouveaux goûts des gens, vu qu'ils ont découvert des nouvelles choses. Donc, le marché s'est évolué entre les différents territoires. La lettre de change. Pour éviter que les marchands se déplacent avec de trop grosses sommes d'argent, un nouveau système est mis en place. La lettre de change devient un moyen de paiement utilisé au Moyen Âge. Il s'agit en fait d'une lettre écrite par une personne que l'on nomme le tireur. Donc le tireur, c'est lui qui écrit la lettre, qui donne à un débiteur. Le débiteur, c'est la personne qui est tenue d'effectuer un paiement, donc c'est lui qui donne l'argent. Le tiré, l'ordre de payer une certaine somme à une troisième personne, le bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est lui qui reçoit l'argent. Elle permet ainsi aux marchands qui voyagent à l'étranger de payer sans devoir apporter avec eux de l'argent liquide. La lettre de change est en quelque sorte l'ancêtre des chèques que nous utilisons aujourd'hui. Donc oui, la lettre de change, c'est comme si on avait inventé les chèques. Donc un chèque, que ça te permet de faire, c'est écrit le montant que tu dois à les personnes. Tu le donnes, puis tu n'as pas besoin de transporter par exemple 3 000 $ dans tes poches. Tu peux juste avoir un chèque qui vaut 3 000 $, puis tu le donnes à la personne. Donc la lettre de change, c'était une grande évolution à ce niveau-là. Page 164. Les institutions qui réglementent le grand commerce. Au Moyen Âge, la pratique du commerce est réglementée par différentes institutions comme les guildes ou les hanses des villes marchandes. Les guildes, c'est quoi ça? Ce sont des regroupements de personnes pratiquant une activité commune, fonctionnant selon le même principe que les corporations. Elles sont dotées de règles précises concernant l'exercice de la profession qu'elles protègent. Pour y être admis, il faut posséder les droits liés à la citoyenneté et être propriétaire. Aux Pays-Bas, en plus de celles qui sont liées au commerce, il se développe des guildes de peintres et de sculpteurs qu'on appelle les guildes de Saint-Luc, chargées d'aider les artistes à bénéficier d'une certaine sécurité économique. Donc, on se rappelle à quoi ça ressemblait des corporations. Bon, ben c'est la même chose pour les guildes. Donc, c'est des personnes qui décident de se lier ensemble pour s'assurer que leur emploi est protégé, puis que les personnes qui pratiquent leur emploi sont vraiment des personnes qui sont capables de le faire, puis que les personnes ne peuvent pas s'inventer, par exemple, forgeron. Donc, tu ne peux pas devenir un forgeron comme ça. Tu dois avoir passé tel cours, ça doit faire autant de temps que tu pratiques le métier de la forge. Donc, c'est des réglementations qui permettent à ce que, par exemple, tous les forgerons soient vraiment bons quand ils sont dans la guilde, puis qu'ils ne vendent pas des choses trop... qui vendent leurs outils au bon prix pour s'assurer qu'ils ne viennent pas nuire à d'autres forgerons. Les anses des villes marchandes. Une anse est aussi une association professionnelle de marchands qui partagent une activité commune, comme les guildes et comme les corporations. Il s'agit le plus souvent d'un regroupement de villes marchandes. Les plus importantes de l'époque se nomment tout simplement la Hanse, aussi appelée Ligue hanséatique ou Hanse germanique. Elle est constituée des villes marchandes qui se trouvent près de la mer du Nord et de la mer Baltique, comptant près de 80 villes à son apogée. Elle est dirigée par 4 anciens, des personnes élues par des villes qui ont pour charge d'exercer la justice et de représenter la Hanse à l'étranger. Au fil des ans,
Elle obtient des privilèges commerciaux des différents rois européens, privilèges qu'elle défend vigoureusement. La Hanse devient tellement puissante qu'elle signe des traités avec des États et entreprend des guerres pour augmenter son territoire commercial. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la fameuse Hanse, c'est des villes qui sont très fortes au niveau du commerce, qui s'allient, puis qui décident de travailler ensemble. Donc, clairement, c'est comme si Victoriaville, Drummondville, Warwick avaient pris un accord, que là, tout leur lait, ben là, ils se l'échangent à tel prix. Bon, ben c'est la même chose. Fait une Hanse, c'est des villes qui ont décidé qu'ils étaient amis, puis qu'ils travaillaient ensemble pour la vente de leurs objets ou de leurs produits, puis qu'ils allaient se défendre, puis s'assurer que les prix allaient être corrects, puis que toutes les personnes qui travaillaient dans ce commerce-là étaient des personnes qualifiées. Aussi simple que ça. Page 165. De nombreux produits sont échangés au Moyen Âge, dont les suivants. Donc voici des produits qui sont faits au Moyen Âge. Des draperies. Le marché de la laine est sans doute l'un des plus importants du Moyen Âge. La Flandre en est le principal producteur. Très réglementé, ce commerce comprend plusieurs étapes. Donc la Flandre, c'est un commerce. Ils font tondre des bêtes, puis filer la laine. Les bêtes, c'est souvent des moutons. Celle-ci est ensuite tissée et foulée. Le foulage consiste à la tremper dans des bains spéciaux, puis à marcher sur le tissu de la laine afin de les comprimer, qui peut par la suite être teint de différentes couleurs. Fait qu'on on met la laine dans un produit spécial, après on marche dessus pour la comprimer, puis après on la teint de la couleur qu'on veut. Le lin, le chanvre, la soie et le coton sont également utilisés pour fabriquer des tissus au Moyen Âge. Donc le lin, le chanvre, la soie et le coton, c'est tous des différents types de produits qu'on peut faire des fils avec pour finalement tisser quelque chose. Des épices. Les épices sont des produits très prisés des Européens car elles permettent de masquer le goût ou d'en redonner à des aliments dont la conservation est parfois difficile à cette époque et qui s'avarient rapidement. Fait que les épices, ça permet de garder différentes viandes, par exemple, plus longtemps parce qu'on n'a pas nécessairement un frigidaire. On n'en a pas. Là. Fait que les épices viennent nous aider. Le commerce en est facilité grâce aux croisades qui donnent accès à des produits provenant de l'Inde, du sud-est asiatique et de la Chine. Le poivre qui contribue notamment à la conservation de la nourriture, la cannelle, le clou de girofle, la muscade et le safran sont quelques-unes des épices échangées à prix d'or sur les marchés européens. Finalement, des métaux. Très utiles dans la fabrication de bijoux, mais aussi de la monnaie, des métaux comme l'or et l'argent sont échangés au Moyen Âge. Venise, de par sa proximité avec les mines du centre de l'Europe, domine ce commerce, tout comme les Anglais, les Français et les habitants des Pays-Bas qui en sont aussi de grands consommateurs. Donc, on s'échange de l'or et de l'argent qui ont été découverts grâce aux croisades et aux différents échanges entre les villes. Page 166. La fonction des foires. Au Moyen Âge, des foires sont organisées afin de vendre les différents biens produits par les artisans. Elles réunissent des marchands provenant de toute l'Europe et parfois même aussi loin que l'Orient, et on y négocie les marchandises en gros. En d'autres mots, celles-ci sont vendues par grande quantité pour être ensuite divisées et vendues au détail dans les marchés locaux. Donc, c'est comme plein d'artisans, plein de vendeurs qui viennent se rejoindre à la foire pour aller acheter en grande quantité certains produits pour pouvoir ensuite aller le vendre dans son petit commerce à lui. Il n'y a que des produits comme les draps ou les épices qui sont échangés à l'occasion des foires. L'argent est aussi un objet d'échange et de spéculation important. C'est quoi la spéculation ici? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce mot-là dans la phrase? C'est une opération qui consiste à acheter un bien dans le but de le revendre avec du profit. Donc, on achète quelque chose, puis on souhaite être capable de le vendre plus cher plus tard. Certains marchands empruntent pour ensuite le recouvrer avec intérêt ou l'investissent dans le but de le faire fructifier. Donc, on prête de l'argent, puis on espère se faire donner plus d'argent plus tard vu qu'on en a prêté à quelqu'un. C'est ainsi que le métier de banquier fait son apparition. Pendant les foires, les banquiers changent la monnaie qui provient de l'étranger. C'est pour faciliter leur travail que la lettre de change est créée.
Donc, les banquiers commencent à exister, on demande de l'argent, le banquier nous prête de l'argent, mais on doit lui en remettre plus tard. C'est comme ça qu'ils réussissent à faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on doit souligner? Plusieurs trucs à souligner dans le premier paragraphe. Des foires sont organisées afin de vendre différents biens de produits par les artisans. On doit souligner ça. Elles réunissent des marchands provenant de toute l'Europe et parfois même d'aussi loin que l'Orient. On y négocie les marchandises en gros, on doit le souligner. Et finalement, il faut souligner jusqu'à la fin. En d'autres mots, celles-ci sont vendues par la grande quantité Celles-ci sont vendues par grande quantité pour être ensuite divisées et vendues au détail dans les marchés locaux. Donc, tout le paragraphe doit être souligné. On continue, on est encore à la page 166. Les foires durent généralement 6 ou 7 semaines, pendant lesquelles des navires entiers de marchandises sont vendus. Les participants doivent suivre des règles assez strictes dans le but d'éviter tout problème de transaction. Les mauvais payeurs sont souvent poursuivis en justice, de même que les marchands qui offrent des produits de mauvaise qualité ou qui ne respectent pas les normes instaurées par leurs corporations respectives. Donc, il faut comprendre que les foires, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour les personnes, les grands marchands qui veulent venir acheter des choses pour les revendre plus tard. C'est vraiment un grand événement où les personnes arrivent avec des grandes quantités pour acheter des grandes quantités, puis c'est très réglementé pour être certain qu'il n'y ait pas de chicane puis que tout se passe bien. Donc ici, on peut voir une forme d'argent pour les échanges. Donc, on peut aller finalement à la page 167, la dernière page. Les foires de Champagne. Parmi les foires les plus connues et les plus courues au Moyen Âge, il y a celle de Champagne. Donc Champagne, c'est un endroit. Celle-ci est un comté situé au centre du royaume de France et dont les principales villes se trouvent sur le bord de rivières navigables ou à la croisée de plusieurs routes. Cela facilite les échanges de produits provenant du Nord et de ceux qui viennent du pourtour de la Méditerranée. Chaque année, 6 foires se succèdent en Champagne. Une à Lagny-sur-Marne et à Bar-sur-Aube et 2 à Provins et à Troyes. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la foire de Champagne était très populaire parce qu'elle était facile d'accès, parce qu'il y avait plusieurs rivières qui menaient à Champagne et plusieurs routes aussi. Finalement, au 2e siècle, pour attirer les grands marchands, le comte de Champagne, donc le comte de Champagne Thibaut II, donc c'est lui qui gérait le Champagne, instaure un conduit de foire. Ce document leur donne la possibilité de circuler en toute sécurité sur les routes du royaume. Un service d'ordre spécial est également mis sur pied pour changer les monnaies et rédiger des contrats, des cordes de changeurs et de notaires sont créés. Le comte fait également frapper une monnaie spéciale qui est garantie par le Trésor royal. Finalement, des logements, des greniers, des entrepôts, des écuries et des étables sont mis à la disposition des marchands. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire comprendre par ce paragraphe-là? C'est que clairement, c'était le paradis du commerce à Champagne, puis qu'on avait créé plusieurs choses pour faciliter le commerce et s'assurer que tout se passe bien à cet endroit-là. Parce que c'était très important d'avoir un bon commerce, puis c'était une manière parmi tant d'autres de faire de l'argent au Moyen Âge. Donc, j'ai terminé pour le cours d'histoire de cette semaine, dernier cours de l'année. J'espère que tout s'est bien passé pour vous au travers nos différents cours à distance. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à vous présenter à mon live pour venir me poser des questions. Je vais être présent mardi et mercredi sans faute. Donc, gênez-vous pas à vous présenter puis à venir me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée, bonne semaine et peut-être bon été.